Salut, c'est Colombe Henrion. Bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, nous allons vous parler du continuum humain-mer-animaux. Pour cela, nous recevons Gilles Boeuf, biologiste, spécialiste de l'écologie marine et de la biodiversité, ancien président du Muséum d'histoire naturelle à Paris et professeur à Sorbonne Université. Bonjour Gilles. Bonjour. Julie Gauthier, apnéiste, réalisatrice et danseuse sous-marine réunionnaise. Bonjour Julie. Bonjour. Et Louane Janel, écologue à l'Université de La Réunion, spécialiste de l'ADN environnemental. Bonjour Louane. Bonjour. Il y a 4 milliards d'années, la vie sur Terre y est apparue. Il représente actuellement 71% de la surface de la Terre et est composé d'une diversité d'écosystèmes très grande, allant des récifs coralliens aux abysses. Il s'agit évidemment de l'océan. Abritant aujourd'hui 226 000 espèces connues, d'après l'UNESCO, il est indispensable à l'équilibre terrestre et à la survie des êtres vivants. Mais alors, même s'il semble parfois impraticable, que sait-on à l'heure actuelle de l'océan et de sa biodiversité, Gilles Boeuf? Maintenant, on est plus proche de 300 000 espèces dans les recherches des différents muséums d'histoire naturelle. C'est un ordre de grandeur. 300 000 espèces marines et un peu plus de 2 millions d'espèces terrestres. Donc, première question, pourquoi il y a beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents? On pourra l'aborder si vous voulez, c'est une question super intéressante, qui est liée au fait que l'océan est beaucoup plus stable. Alors, la vie est apparue. Si je prends les animaux, par exemple, on les a classés en 32 grands groupes qu'on appelle un phylum, des phyla, c'est des grands groupes. Eh bien, tous les phyla animaux sont nés dans l'océan. Il n'y a aucun phylum qui soit né sur les continents. Donc la vie apparaît dans l'océan. Certains, par la suite, pourront sortir de l'océan. Et la vie, elle sort plusieurs fois, en différents endroits, à différents moments de l'océan, pour aller vers les continents. Et elle passe forcément par le littoral. Et quand on parle d'océan Indien ou de l'île de la Réunion, ce littoral, il est fondamental. La vie n'a pas sauté de l'océan au sommet des montagnes, bien sûr. Donc le littoral a joué un très grand rôle dans l'évolution du vivant et dans l'évolution aussi de l'espèce humaine, puisque l'humain, il marchait, il arrivait au bord de la mer, il mangeait tout ce qu'il y avait sur la plage, puis après il revenait en arrière. Donc ce littoral, on pourra en parler, super intéressant, et on verra que les espèces marines ne sont pas les mêmes, revenons aux animaux, que celles qui vivent sur les continents. Il y a des groupes qui ont très bien réussi à la fois en mer et sur terre, mais pas tous. Et pour clore cette petite introduction, je dirais qu'il y a 12 des phyla apparus en mer qui ne sont jamais sortis de l'océan. Par exemple, on connaît bien les échinodermes, les étoiles de mer, les concombres de mer, les oursins. Ceux-là ne sont jamais sortis de l'océan. Ils ne sont même pas allés vers les eaux douces, en fait. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir. Les vertébrés ont bien réussi dans les deux milieux. Et les mollusques aussi. Les mollusques terrestres, les gastropodes, les escargots sont aussi très populeux. Donc, des différences dans l'histoire, dans la genèse des déplacements de ces populations, et puis dans le peuplement des continents. Alors oui, une dernière remarque aussi. Ne parlons pas de surface d'océan. Parlons de volume d'océan. Parce que l'océan, on s'en fiche de la surface, 71%, ça ne veut rien dire. Il est profond, donc de 2800 mètres en moyenne de profondeur, 3800 mètres, pardon. Ça veut dire qu'on prend le volume. Si on prend le volume de l'océan, on peut dire aujourd'hui que l'océan, c'est pratiquement près de 99% du volume offert à la vie sur la Terre. Merci beaucoup Gilles pour cette précision. Et maintenant, j'aimerais savoir de quelle manière le milieu océanique est-il tributaire du milieu terrestre et vice-versa. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Louane Janel? Il est important de comprendre en fait que le milieu terrestre, il est étroitement lié au milieu océanique. On a tendance généralement à les considérer comme des systèmes qui sont distincts, alors qu'en réalité, ils s'influencent mutuellement, même si le système océanique va être beaucoup plus influencé par le milieu terrestre et va être beaucoup plus sensible aux menaces provenant du milieu terrestre, de par l'augmentation des activités humaines, notamment
l'urbanisation, l'anthropisation, enfin l'agriculture, etc. dans les bassins versants. Et toutes ces activités-là vont engendrer des transports de déchets, de polluants ou de micro-organismes le long du continuum et vont contribuer à la dégradation de la qualité de l'eau et avec conséquence un déclin de la biodiversité aquatique, que ce soit celle d'eau douce ou celle marine. Et tous ces paramètres vont être amplifiés avec les événements climatiques, notamment, je pense à La Réunion avec les cyclones ou alors les fortes précipitations qui vont vraiment transférer toutes ces matières du continuum, du haut des bassins versants jusqu'en bas des bassins versants. Alors, est-ce que vous pourriez Et c'est pour ça définir bassin versant pour nos auditeurs et auditrices, s'il vous plaît? En gros, pour moi, un bassin versant, c'est toute la zone qui regroupe une rivière du haut jusqu'en bas D'accord. et tout ce qui est aux alentours. Il est important de comprendre la dépendance qu'ont les deux milieux ensemble pour avoir une bonne compréhension de l'écosystème, avoir des meilleures gestions et une conservation optimale, que ce soit des écosystèmes d'eau douce, mais aussi marins. Tout est lié. Et maintenant, Julie Gauthier, en tant qu'apnéiste et cinéaste travaillant dans le monde entier et dans et avec l'océan, quels changements et dégradations de ce milieu vous avez pu observer, vous, depuis votre perspective? Alors c'est intéressant d'avoir un peu ces trois discours et un peu mon regard de terrain, effectivement, et de voir à quel point, effectivement, on retrouve dans les différents océans et même dans les rivières tout ce qui a été déversé depuis la Terre. Et parfois, c'est vrai que il y a des zones extrêmement propres, on va dire, qui sont aux abords des côtes. Et parce qu'en fait, il y a tellement de courants et l'océan et les mers sont tellement vastes qu'il y a une dilution de toutes ces pollutions. Mais en même temps, il y a d'autres zones qui sont extrêmement polluées alors qu'elles sont loin des côtes. Par exemple, j'étais aux Açores en train de plonger à la rencontre des cachalots et voilà, les Açores qui se trouvent en plein milieu de l'Atlantique, loin de tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de microplastiques dans l'océan, dans ces eaux qui ne viennent du coup pas de la Terre, pas de l'île en elle-même. Ce sont des pollutions qui viennent de beaucoup plus loin. Donc malheureusement, on ne se rend pas compte in situ forcément de la pollution qu'on provoque sur les côtes qu'on abrite en fait. Oui, c'est ça, on ne se rend pas compte de la portée qu'elle a, à quel point elle peut aller loin. Et, malheureusement, nos pollutions sont parfois vont polluer plutôt d'autres aires que les nôtres et on a du mal à se rendre compte du mal qu'on peut faire. Alors, d'après la fondation Tara Océan, les coraux abriteraient 30% de la biodiversité marine connue. Ils rendraient par ailleurs de nombreux services aux humains, en protégeant les côtes contre l'érosion, en alimentant de nombreuses populations via la pêche et l'aquaculture, et en générant du tourisme. Alors, coraux, espèces marines et même êtres humains, en quoi des phénomènes comme le blanchissement des coraux et le réchauffement et l'acidification des océans peuvent-ils impacter l'ensemble du vivant? Gilles Boeuf. Avant Tara Océan, on connaissait l'importance des coraux. Eux, ils ont dédié une partie de leur vie, bien sûr, leur activité aux coraux. Ce qu'il faut dire en gros aujourd'hui, c'est super intéressant. Le corail représente sur une carte du monde, tout à l'heure on parle de la surface, à peu près moins de 1% de la surface de l'océan. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ils contiennent plus de 30%, pratiquement un tiers de toutes les espèces vivantes connues. Donc c'est vraiment même le plus grand symbole de ce qu'on appelle megadiver ou hotspot, un peu comme la forêt tropicale humide sur Terre, le bassin du Congo, l'Amazonie ou les grandes îles de l'Asie du Sud-Est. Donc grande importance biologique. Ce corail, il est ancien. Et ce corail a toujours eu un rôle fondamental dans les constructions. On parle des récifs, bien sûr. Ce sont les seules constructions vivantes visibles de la Lune, par exemple. On le dit souvent aux gens, comme encore plus que la Grande Barrière de Corail. Que la Grande Muraille d'Australie, pardon. Donc c'est vrai que ce corail, il est particulièrement emblématique. Et aujourd'hui, bon, le drame que l'on vit, on a détruit à peu près la moitié du corail en 50 ans. Pourquoi on l'a détruit? Pêche au cyanure, on l'a détruit par la pêche à la dynamite, par des aéroports construits dessus, par des pollutions diverses et variées. La Grande Barrière d'Australie est détruite par des exploitations minières de la côte australienne. Et le changement climatique à sa part. Le corail de surface, il aime bien l'eau chaude, mais pas trop chaude. On est vraiment dans des phases très particulières. Et l'écosystème corallien est super intéressant parce qu'il est justement, il est très stable. Ça veut dire que s'il y a autant d'espèces, il n'y a pas vraiment de saison.
tout à l'heure, j'écoutais Julie qui parlait de ses plongées. Quand on plonge sur le corail, Julie, à 18h-5, il y a plein de monde. À 18h-1, il n'y a plus rien. Et à 18h05, il y a plein de choses. Et ce n'est pas les mêmes. Et ça, c'est magique. Le corail a tout le temps la même longueur du jour, 12-12, la même température, la même salinité, la même acidité, le même pH. Donc, milieu très stable, donc très, très riche. Le vivant adore la stabilité, en fait. Et aujourd'hui, bon, on a fait tout et n'importe quoi parce qu'on le détruit. Alors, ce corail, il vit, c'est un être vivant, c'est bien un animal. Hein. Longtemps, on avait discuté, c'est Réaumur, le premier, qui dira, c'est pas une plante, c'est pas un caillou, c'est un animal. C'est super intéressant. Et il abrite en fait des algues symbiotes, hein, des petites micro-algues qui vivent en symbiose avec ce corail. Et ces algues savent faire la photosynthèse. Je rappelle qu'en mer, c'est la clé, en mer et ailleurs, ça apparaît dans l'océan. Comment le vivant s'est-il débrouillé? Le CO2, qui nous empoisonne tant aujourd'hui, dans de l'eau liquide, sinon ça ne marche pas, avec la lumière du soleil. Et en contrepartie, le vivant produit de l'oxygène et des sucres. Et c'est comme ça que toute la vie s'est organisée sur la Terre, hein, en mer et ensuite sur Terre. Et le corail a merveilleusement tiré parti de cette symbiose avec ces algues. Et aujourd'hui, le blanchissement, c'est quoi? C'est effectivement le problème de ces micro-algues qui meurent parce que la température a changé, l'acidité a changé, la pollution est présente, ou aussi parce que des prédateurs maintenant débarquent sur les récifs coralliens et abîment fortement la matière du corail lui-même. Hein. Donc, ce corail, il est vraiment emblématique. Hein. Il faut qu'on le regarde beaucoup plus que ce qu'on a fait. On estime que certainement au moins 1 milliard d'humains dépendent des ressources qui viennent de l'écosystème corallien. Et je vais revenir également aux aspects pratiques qu'on a évoqués en quelques secondes. Revenons au grand tsunami de Sumatra en 2004, 300 000 morts. Sans la barrière de corail, on aurait eu 3 millions de morts. Le corail a explosé, il a été brisé en petits morceaux, mais il a remarquablement protégé toutes les activités humaines situées sur le littoral. Donc ce corail, il est absolument indispensable. Et aujourd'hui, moi aussi je plonge dessus, quand je vois qu'on fait des aéroports dessus, aller voir toutes les îles dans le Pacifique, c'est monstrueux. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Mais ce que je raconte est vrai aussi pour la mangrove, hein, qui a un très joli système aussi marin tropical. Donc pour moi, il est emblématique, le corail. Pour moi, c'est un des symboles, un peu comme la forêt tropicale humide. Hein. Et c'est vrai que même la France, hein, par exemple, je prends le cas de la Martinique. Hein, la Martinique, il ne reste même pas 1% du corail dans un bon état en Martinique. Effectivement, j'ai pensé à la mangrove quand vous parliez d'atténuer les risques environnementaux. Et c'est vrai que c'est un point commun entre le corail et la mangrove, et deux écosystèmes qui sont très importants et malheureusement qui réduisent d'année en année. Alors, en quoi d'autres perturbations comme le rejet de métaux lourds ou de pesticides liés aux activités humaines et aux modifications environnementales sur le continent peuvent-elles impacter l'écosystème marin du bas de la chaîne alimentaire jusqu'aux êtres humains? Louane Janel. Toutes ces perturbations-là, elles sont de plus en plus établies. Malheureusement, elles vont avoir un impact sur les animaux marins, elles vont s'accumuler dans les organismes et qui va les empoisonner. Et si nous, on les consomme, nous allons être empoisonnés aussi à notre tour. Et malheureusement, il n'y a pas que ça. On va avoir l'eutrophisation lorsqu'on va créer des maisons. Pardon, est-ce que vous pouvez définir eutrophisation? Eutrophisation, c'est qu'on va avoir une augmentation de nutriments dans l'eau d'une certaine quantité qui fait que ça va modifier l'eau en général, quoi. Merci. Voilà, on va avoir beaucoup plus de choses qui vont faire développer des algues ou diminuer l'oxygène du milieu, etc. Du coup, à La Réunion, on a ces phénomènes-là qui augmentent, notamment après des fortes perturbations cycloniques ou avec des précipitations importantes, des crues, et qui engendrent dans le lagon des phénomènes donc de sédimentation ou d'eutrophisation. Donc on a une modification des nutriments dans l'eau et ça engendre des mortalités, notamment des mortalités de poissons. Et c'est d'autant plus important et impressionnant, sachant que ces dernières années, on a eu des mortalités de poissons qui étaient consommés. Et donc, oui, ça a des impacts, que ce soit du bas de la chaîne jusqu'à l'homme, en fait. On a un impact significatif sur l'écosystème marin entier qui affecte la vie marine, les poissons, les coraux, comme disait Gilles tout à l'heure, et par conséquent, la chaîne alimentaire et même la santé humaine si nous, on les consomme.
Tout à fait. Et j'aimerais rajouter qu'il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène de bioaccumulation, qui fait que plus on arrive haut dans la chaîne alimentaire, plus que ça soit des métaux lourds comme le mercure ou autre, plus ils s'accumulent dans les gros poissons comme le thon, dont on reparlera plus tard, et plus ils deviennent dangereux et pour l'animal en question et pour l'humain qui risque de le consommer par la suite. Alors maintenant, au sujet justement de cette idée de continuum toujours humain, animaux, mer, j'aimerais vous faire écouter le micro-trottoir enregistré par notre partenaire Les Petits Débrouillards de La Réunion. Ils ont demandé aux passants quelles actions entreprises par l'être humain sur Terre peuvent avoir des conséquences sur l'environnement marin et les créatures qui y vivent. Voici leur réponse. Ne serait-ce que le voyage, ne serait-ce que l'exportation de ressources, la mondialisation en fait de base, qui a joué et qui a impacté énormément la biodiversité marine. Aujourd'hui, on a de plus en plus le réchauffement climatique. On sait qu'on est à un point où potentiellement dans les années à venir, beaucoup d'espèces marines qu'on n'a pas encore découvertes sont vouées à disparaître. Donc malheureusement, c'est comme ça et il faut faire un travail de recherche là-dessus justement pour essayer de la préserver un maximum. Mais voilà. La pollution, surtout tout ce qu'on rejette en mer, ça c'est un truc qui me choque un peu quand même. Alors le traitement de nos eaux usées va avoir un impact direct. Tout ce qui est les pollutions plastiques, donc tous les plastiques qu'on va utiliser, si on ne les jette pas correctement, ils risquent d'atterrir potentiellement dans une voie d'eau, donc potentiellement rejoindre la mer. Et pas mal des activités maintenant générales qui se font sur l'eau, genre tout ce qui est au niveau des bateaux qui se baladent sur l'eau, etc. Maintenant, quelles sont vos réactions par rapport à la vie des passants? C'est des passants, ils ont l'air très, très scientifiques et très au courant, ces passants. Alors, c'est pas moi qui ai fait l'enregistrement, mais normalement, c'est un micro-trottoir fait dans la rue avec des passants, mais peut-être que c'était à côté d'un institut de recherche, je ne sais pas du tout. Non, mais c'est intéressant parce que les gens sont concernés. Il faut dire une chose sur l'océan, c'est quand même le seul milieu qu'on ne peut pas détruire sur la Terre. On ne peut pas détruire l'océan. On peut l'abîmer horriblement. Hein. Ce qu'on détruit, et ça il faut le dire, c'est le littoral. On va revenir au littoral. Hein. On détruit cette mince bande de terre entre l'océan et les continents. Hein, les plages, tout ce qu'on a fait, les hôtels partout, et puis le surtourisme, il faut qu'on parle du tourisme aussi. Hein. C'est un des graves aspects de détérioration de l'océan. Donc il est un peu particulier, mais on peut le polluer horriblement, on peut le surexploiter, on peut tout disséminer partout, et le climat qui change l'affecte beaucoup. Donc ça, il faut le dire. Donc pour ces citoyens, ils sont conscients que la pollution, c'est le premier aspect. Aucun n'a parlé de la pêche, et c'est pourtant largement aussi important aussi la surexploitation des stocks. Pour moi, c'est ça, la pollution, destruction littorale, surpêche, et après ces questions de dissémination aussi, bien sûr, dont finalement on ne parle pas suffisamment et les gens sont moins au courant. On nous rappelle rarement que on appelle la roulette écologique. Hein. On met une seule balle dans le barillet, ou bien 5 balles même carrément, hein, pour ne pas rater quelque chose. C'est un peu comme ça que je réagis, mais c'est bien, les gens sont concernés, bien sûr. Hein. Ils vont à la plage. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on peut vraiment, parce qu'on parle beaucoup de l'acidification et on parle aussi de la disparition des poissons, et donc selon vous, ça c'est pas une réalité, c'est pas une vraie possibilité. Est-ce que l'effet tampon des océans va suffire au fait qu'il va y avoir dans les profondeurs ou plus loin des côtes des zones qui sont protégées? Parce que je parlais à Romain Troublé qui me disait qui est le directeur de Tara. Qui a fondé Tara, qu'ils avaient trouvé des zones dans les océans où il y avait en fait des zones entières, je ne sais pas de quelle taille, où en fait il n'y avait plus du tout d'oxygène dans l'eau. Il y a une désoxygénation de l'eau qui fait que toute vie est impossible. Et ce sont des zones qui ne sont pas forcément proches des côtes. En mer Baltique, c'est le cas. Hein. En Baltique, il n'y a plus d'oxygène. Mais arrêtons de parler des océans. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Moi, je crois que c'est important qu'on le dise à tout le monde. Hein. L'océan Indien, vous savez, quand on fait le tour du monde à la voile, on ne voit pas de barrière ou de limite. Hein. Et aujourd'hui, moi, quand on plonge à 400 mètres de fond, on a exactement la même flotte. Donc, un océan, mais c'est vrai, là, tu as raison, Julie, on a des zones aujourd'hui qui sont complètement hypoxiques et même anoxiques. Hein. C'est-à-dire que l'oxygène, il est parti, hein, il est utilisé ailleurs pour autre chose, et bien sûr, ces zones ne sont pas propres à la vie. Il y aura une vie, hein, n'oublions pas. Hein. Il y a des bactéries anaérobies, hein, mais pas des poissons. Les poissons, vous savez, pour moi, ce n'est pas les plus intéressants parce que les poissons, quand ça ne va pas, ils se barrent.
Un poisson, quand un endroit ne lui va pas, il s'en va. C'est beaucoup plus grave pour le corail qu'on évoquait tout à l'heure, pour les gorgones et pour les éponges, ces espèces-là ne peuvent pas s'en aller quand ça va mal. Et on va en Méditerranée en ce moment, 30 degrés à 30 mètres, les poissons, ils ne sont pas morts, ils sont partis. Par contre, effectivement, les animaux qui sont sessiles, qui ne bougent pas comme ceux-là que vous connaissez bien, hein, et qui sont les plus beaux en plongée, eux, ils sont très affectés par ce qui se passe. Julie Gauthier, vous avez tout d'abord été championne de France d'apnée à l'âge de 26 ans. Vous avez ensuite réalisé de nombreux films sur l'océan, en collaboration notamment avec votre ex-compagnon Guillaume Néry, double champion du monde d'apnée. Dans certains de ces films, vous dansez même sous l'eau en apnée, justement. Et vous avez également co-réalisé le clip de Beyoncé intitulé Ronin, qui a atteint les 400 millions de vues sur YouTube. Comment ces diverses expériences ont-elles influencé votre perception de l'océan et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir le protéger, lui et sa biodiversité? Vous avez un petit peu commencé à nous en parler tout à l'heure. Alors déjà, moi je suis née à l'île de la Réunion. J'avais un papa chasseur sous-marin, donc dès que j'ai eu 11 ans et même avant, je passais beaucoup de temps dans l'eau, mais à 11 ans, j'ai commencé à le suivre et à apprendre énormément de choses justement sur la mer, sur les poissons, sur les espèces, sur les comportements. Et ça m'a conduit naturellement à faire de l'eau un élément très important dans ma vie. Ma mère est aussi danseuse, donc j'ai aussi beaucoup utilisé le corps comme un mode d'expression. La pratique de la chasse sous-marine, le milieu m'a amené en fait à découvrir aussi l'apnée, qui était une discipline sportive et qui était en fait qui était devenu plus un moyen, mais une fin en soi. Donc voilà, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé cette pratique sportive parce que c'est un âge où on a envie de se prouver à soi-même. Mais au bout de 5 ans, je m'y retrouvais plus du tout. J'avais besoin de retrouver ce rapport que j'avais à l'eau qui est ouvert vers l'élément et vers l'extérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'image. Et donc, j'ai mis toute ma sensibilité là-dedans, ma connaissance du milieu au service de l'image et de ramener finalement des émotions, des sentiments et partager ce que je pouvais ressentir dans l'eau avec les autres. Et au fur et à mesure que je mettais des films en ligne et de voir que j'avais de plus en plus de reconnaissance, de notoriété et que les gens venaient vers moi en me disant « Waouh, tes films, ils ont changé ma vie, j'ai arrêté de travailler dans les banques pour devenir prof de plongée, prof d'apnée aux Philippines, j'ai complètement changé de vie et je me suis orientée vers un mode de vie plus sain. » Je me suis dit que j'avais vraiment un rôle à jouer finalement dans la protection de cet élément que je chéris depuis toujours, mais que je devais aussi être une voix et un élément qui puisse participer en fait à sa protection. Donc au-delà de faire des belles images, au-delà de raconter des histoires oniriques, je m'attelle de plus en plus à faire des films engagés. Et notamment là, au mois de novembre, et cet été, j'ai tourné un film qui va sortir en novembre, qui est une fable écologique, donc qui reste d'un côté très esthétique, très artistique, mais qui est au service de la sensibilisation à la pollution plastique dans les océans. Donc comment l'art peut toucher des gens qui n'ont pas forcément du coup cette sensibilité et les pousser à l'action, à leur montrer ce qui ne va pas et leur donner des solutions pour aller de l'avant et s'approprier en fait cette thématique. Merci beaucoup Julie. Et justement, à travers votre carrière de réalisatrice, vous avez eu la chance de beaucoup voyager à la rencontre de d'autres peuples, d'autres cultures et du coup d'autres relations à l'océan, à sa faune et à sa flore. Quelles conclusions en avez-vous tirées de ces différents vécus? Une conclusion assez dure, en fait, où je suis allée, par exemple, aux Philippines, plonger avec les Bajau. Les Bajau, c'est un peuple qui vivait ancestralement sur l'eau. Donc, ils avaient leur maison fabriquée sur l'eau, sur des radeaux, et ils vivaient vraiment avec ce milieu de la pêche, principalement. Et je suis allée à la rencontre de ces Bajau qui sont maintenant parqués dans des bouts d'îles à terre, alors que leur vie était sur l'océan, que leurs eaux sont polluées et vides, que je les vois maintenant tirer des poissons papillons grands comme ça, parce que c'est tout ce qui leur reste à manger, et que tout cet effet vient de nous,
Elle ne vient pas d'eux. Cette relation à la mer qu'ils ont développée de protection, alors on peut dire que j'ai vu un Bajau jeter un énorme bout de plastique qui sortait de son moteur à l'eau, mais en quoi est-il responsable de quoi que ce soit? Malheureusement, les peuples de la mer ont disparu, les hamas japonaises ont disparu. Les hamas, ce sont des... Lequel a inspiré votre film qui s'appelle Ama, justement, c'est ça? Voilà, j'ai fait un film de danse qui s'appelle Ama, qui est dédié à la force des femmes et à cette communauté de femmes qui vivaient en harmonie avec la mer et qui ont pratiquement disparu parce que plus personne s'intéresse à elles, parce qu'elles ne peuvent plus du tout vivre de cette relation. Et c'est tellement fort la relation qu'on a à l'eau et on l'a tellement perdue. On est tellement dans un mode de consommation. On consomme les océans, on en a fait un lieu d'hédonisme et de jeu. Et on a oublié que c'était une manne extrêmement importante pour la survie et notre survie. Et on est complètement déconnecté de l'océan comme un élément qui participe à notre bien-être à tous. Mais merci Julie, et j'ai trouvé ça intéressant ce que vous avez souligné, c'est qu'on a toujours tendance à dire les activités humaines, etc. Mais sauf que, évidemment, dans le monde entier, toutes les sociétés n'ont pas le même impact sur l'océan et n'ont pas la même relation à l'océan, et je pense que c'est aussi bien de le rappeler. Maintenant, j'aimerais revenir justement sur l'importance de l'art dans la sensibilisation aux thématiques comme la préservation de l'environnement. Gilles Boeuf, vous êtes un scientifique et dans une de vos interviews, je vous ai entendu parler de l'importance des images de cinéastes, comme c'est le cas de ce que fait Julie. Pour les scientifiques, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, j'apprécie beaucoup, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Julie tout à l'heure. Même nous, quand on fait, elle connaît sûrement Laurent Ballesta, qui pour nous est un des grands photographes de l'océan et cinéaste. Avec Laurent, on a fait des vraies expéditions purement scientifiques dans des zones très difficiles d'accès, puisqu'ils descendent à des profondeurs quand même très grandes. Nous, on était époustouflés par la vie en Antarctique, par exemple. Vous savez que l'eau de mer, elle est à moins 1,5 degré. Il n'y avait rien là-dedans, c'est génial. C'est aussi riche que quelques récifs coralliens. Donc ça, c'était fabuleux. Le vivant est partout et l'image a été extraordinaire. Alors en France, on a deux grands festivals. L'un d'image animalière qui est à Montier-en-Der. On a les plus grands photographes du monde qui font de la photo, y compris sous-marine. Et Minigout, c'est le festival de l'image sous-marine en film. Et c'est vrai qu'on y trouve beaucoup d'appui. Moi, j'ai participé avec Jacques Perrin au film Océan, qui a vraiment... Alors, depuis, on a gommé le S à la fin. J'avais râlé avec Jacques, il me dit, bah oui, maintenant, je ne le ferai plus. C'était 2010, tu vois, Julie. Donc, maintenant, on a un petit peu changé. Et Tara Océan est passé aussi sans S, vous voyez, on fait des petits efforts. Mais l'image est fabuleuse. Pour nous, au muséum, ça a été des révélations, de voir nager effectivement des latimériales, les fameux sélacantes, à 115 ou 120 mètres de fond aux Comores ou en Afrique du Sud, c'est absolument magique. C'est un poisson très ancien. Ok, voilà ce que j'allais demander. C'est un poisson un petit peu l'ancêtre des tétrapodes, de ceux qui vont sortir de l'eau pour aller marcher sur Terre. Et il y en a en Asie, surtout dans la région de l'océan Indien, un petit peu au sud de chez vous, là, où vous vous trouvez. Donc tout ça, l'image, elle fait rêver. Elle est très belle. D'ailleurs, Jacques Perrin, quand il fait son film, il n'y a pas de parole. Des gens ont été surpris, mais c'est un côté, je vous dirais, tout à l'heure on parlait d'onirisme ou d'hédonisme ou de... On ne parle pas, on laisse la beauté de l'image elle-même parler en elle-même, puis quelquefois aussi on raconte des histoires. Il y a un film très beau qui sort en ce moment, Julie, cette semaine en France, c'est L'Océan vu du cœur. Je ne sais pas si tu l'as vu, donc fait par une réalisatrice canadienne, Yolande. Elle a tourné avec Hubert Reeves, avec pas mal de gens, effectivement, et c'est un très joli film. Il avait fait La Terre vue du cœur, et là maintenant elle fait L'Océan vu du cœur. Donc tous ces films-là sont super importants. Et je crois qu'il faut raconter ça. Et pour revenir au peuple autochtone dont tu parlais tout à l'heure, tu sais, moi j'étais bouleversé en 2019. Bon, moi j'étais 5 ans membre de l'IPBES, donc c'est l'association qui, comme IPCC, le GIEC Climat, il y a l'équivalent pour la biodiversité et pour le vivant. Et on publie nos chiffres le 6 avril 2019. On montre que le vivant s'en va partout, mais moins quand même dans les zones gérées par des populations autochtones, par des peuples premiers. Mais bon, je vais revenir aux Philippines que je connais aussi. C'est là que j'ai vu les pires horreurs en pêche. Des gens qui pêchent à la dynamite et au cyanure.
Donc ces gens-là n'ont aucune idée de Ils ce sont pas qu'est le responsables, milieu. ces gens-là. C'est ça qui est difficile à faire comprendre. C'est que Et bien sûr, et ça fait très très mal. Oh, et puis surtout qu'il faut dire quand même, parce que vous qui travaillez dans les îles, les humains, partout où ils ont abordé, ont détruit le vivant systématiquement. Hein. La Nouvelle-Zélande en 1250, l'île de Pâques, et puis beaucoup d'endroits. Maintenant, il y a des peuples premiers qui font extrêmement attention, bien sûr, évidemment, autant sur terre qu'en mer. Mais il fut une époque, toutes les îles, c'était la même litanie. Hein. L'humain arrive en Corse il y a 8000 ans. 2000 ans après, une espèce qui vivait que là-bas, qui s'appelait le lapin-rat, a été entièrement bouffée. Elle a disparu. la Réunion, le dodo. Oui, j'allais le Voilà, dire. par exemple, exactement. Tu as raison, bien sûr. Hein. À l'île Rodrigue, tu vois, un chat fait disparaître une espèce. Et aujourd'hui, ce qui se passe en pêche, hein, ça il faut le dire, avec les DCP, là, c'est le massacre incroyable des thons, hein, qui sont effectivement la ressource marine de très loin la plus profitable aujourd'hui. Donc à tous, on doit se battre. Et l'image est vraiment importante. Est-ce que vous pouvez définir DCP? Oui, c'est un système en fait qui est parti d'une observation toute bête, hein, de plein de gens qui allaient en mer. Il y avait en mer une vaste zone où il n'y avait rien, et puis un petit machin qui flottait. Un bout de filet, une carcasse en bois, quelques bidons. Et on se rendait compte que la faune marine s'agglutinait dessous. Alors, ils sont allés plus loin, ils ont inventé leur DCP. Maintenant, c'est des systèmes super sophistiqués, avec des balises dessus qui émettent, qui calculent le stock qui est en dessous. Parce que la pêche au thon, au grand pélagique, c'est la recherche. Ils ne cherchent plus. Maintenant, ils ont le bateau qui est en relation avec ces zones. Ils attirent. Et ils vont tout massacrer. Ce sont vraiment des pêches extrêmement destructrices. Et ce qui nous fait très mal aujourd'hui et maintenant, sûrement effectivement que Julie le sait, c'est que ces systèmes sont déclarés vertueux, alors qu'ils sont tous sauf vertueux, bien sûr. Alors, je vous arrête là parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de cet épisode, justement, parce que c'est une thématique clé. Et en attendant, je vous remercie beaucoup pour cette première partie dans laquelle nous aurons compris que les activités humaines, qu'elles soient terrestres ou océaniques, ont un impact sur l'océan. Et nous aurons vu que la survie de l'océan et de sa biodiversité sont évidemment indispensables à la nôtre et que c'est grâce à l'art et à la science, entre autres, qu'on peut sensibiliser la population et essayer de trouver des leviers pour mieux protéger cet océan et sa faune. Alors, merci à Gilles Boeuf, Julie Gauthier et Louane Janel de nous avoir éclairés sur le continuum humain-mer-animaux. On vous retrouve le 15 octobre dans une seconde partie d'épisode où nous verrons ensemble comment l'art, la science et la politique peuvent être des pistes pour mieux comprendre l'interdépendance entre l'océan, la biodiversité, dont les êtres humains. Si cela vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous à notre page et surtout laissez-nous des étoiles et des commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous venez d'écouter Sanitaire, un podcast produit par le dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Alison Abriet s'est occupée du micro-trottoir, Audrey Chonette de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. À très vite, bonne écoute.